Mesdames et messieurs, on reprend cette session sur les angioœdèmes. Eh bien, angioœdème, ancienne appellation, œdème angioneurotique, appelé accidentellement comme ça neurotique alors qu'il n'y a aucune participation neurologique, puis mêlé un petit peu entre angioœdème histaminique et bradyclinique. Et maintenant, on retient juste l'appellation d'angioëdème héréditaire, donc qui fait que l'ancienne appellation œdème angioneurotique a disparu. Et c'est un sujet qui est tout à fait pertinent et emblématique et qui est donc très important à rappeler. Et Monsieur le professeur Sobel de Paris donc nous fait donc le privilège de nous parler de cette pathologie. Donc, à vous la parole, monsieur. Merci beaucoup et je vous remercie infiniment de m'avoir invité pour cette séance presque inaugurale du colloque. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de venir au Maroc. Je suis venu il y a 8 ou 9 mois déjà, toujours pour l'angioëdème, et je trouve que je suis toujours très bien accueilli et très bien reçu, et ça fait un grand plaisir. Alors, pour être d'accord avec vous, j'ai mis angioëdème héréditaire et bradyclinique entre parenthèses, comme ça je suis sûr de rien oublier. Et je voudrais concentrer ce très court exposé, qui va prendre une vingtaine de minutes à peine, sur les problèmes de dépistage, de diagnostic, quelques élaborations de traitement. Mais dans ce continent, si vous voulez, le vrai problème déjà est de pouvoir jeter les bases du diagnostic, c'est-à-dire d'avoir des éléments de dépistage qui en réalité ne sont pas si compliqués. Je vais essayer de vous le démontrer. Le problème n'est pas de faire de la physiopathologie aujourd'hui, et sur le traitement, je ne donnerai que les très grandes lignes, parce que l'accès à tous les traitements dépend beaucoup des ressources de chaque pays, comme vous savez, et de la distribution très inégale sur un continent de ces produits relativement coûteux quand même, comme toujours lorsque l'on s'adresse à une maladie génétique. Alors, on met ça là, ça vient. Les liens d'intérêt, c'est avec Farming. Et je voudrais juste rappeler quelques éléments de base pour qu'on comprenne bien ce qu'on va chercher à dépister ensuite. Le complément, je ne vais pas vous revenir dans le détail sur le complément, loin de là, est un système multiprotéique qui fait partie de l'immunité innée et qui donc existe chez la plupart des individus vivants. Et l'activation inappropriée du complément est dangereuse parce que c'est un facteur d'inflammation et éventuellement de destruction et de mort cellulaire. Cette activation est contrôlée à la surface des cellules et dans le plasma par une dizaine de protéines inhibitrices. Vous avez donc un système qui est quand même extrêmement courant dans la biologie, qui est le système habituel d'avoir activateur et freinateur, si vous voulez, en même temps. C'est-à-dire que les systèmes biologiques sont parfaitement contrôlés pour avoir une homéostasie favorable. L'inhibiteur de C1 qui nous intéresse aujourd'hui, qui est soluble, décroche C1R et C1S activés de C1Q, vous verrez sur le schéma tout à l'heure, mais il inhibe également la callicréine, et qui est à la base de la production de bradykinine et le facteur 12 de la coagulation. Et je vous montrerai dans une plaque tout de suite que l'inhibiteur de C1 est un inhibiteur anti-enzyme ou enzymatique si l'on veut, mais qui a des multifonctions dans des systèmes de médiateurs extrêmement précis. Alors, il y a d'autres activateurs, d'autres inhibiteurs solubles pour les phases ultérieures du complément. Ici, le schéma que vous pourrez trouver d'ailleurs là-haut dans la salle d'exposition, notamment sur le stand Farming, l'Aprofan, c'est l'Aprofan qui véhicule Farming.
en l'occurrence, ce schéma, je ne vais pas vous détailler parce que je prendrai 20 minutes et c'est mon temps qui m'est imparti, mais juste pour vous rappeler qu'il y a plusieurs voies d'activation qui sont en jeu dans les angioïdèmes héréditaires. La voie du complément à gauche, la voie d'activation contact au milieu, la voie fibrinolytique si vous voulez, mais en fait, surtout la voie d'activation de la bradykinin que vous voyez ici, je le vois sur l'ordinateur au milieu. Et si vous regardez bien, c'est la seule chose que je vous demande de regarder, le C1 inhibiteur qui est en rouge se trouve à différentes étapes d'inhibition de ce mécanisme qui a l'air extrêmement compliqué. Je vous répète, il est chez l'approfond en haut. L'angioïdème héréditaire, c'est un défaut de l'inhibiteur de C1. Vous avez ici à droite le C1Q qui est en tulipe. Vous avez C1R et C1S qui sont d'autres protéines du complément associées dans le complexe C1 et l'inhibiteur de C1 qui est en vert, qui est là. C'est comme ça que ça fonctionne. Activation, quel que soit le modèle d'activation de C1, notamment par des complexes humains, de C1Q, C1R, C1S, inhibition par C1 inhibiteur. Vous voyez à gauche en bas que les dosages peuvent être intéressants puisque dans ce mécanisme d'activation, on va avoir dans l'angioïdème un dosage de C1 normal, mais C2 et C4 vont être très diminués alors que C3 est normal. Et ces données-là biologiques, je les ai déjà mises ici parce que ça va être à la base du diagnostic dans les urgences. Le déficit, l'angioïdème héréditaire, vous avez à droite du schéma une famille, il peut y en avoir 50, on peut vous en montrer 50, c'est toujours pareil, c'est une maladie autosomique dominante, où vous avez effectivement chez les enfants 1 sur 2, 1 sur 3 qui est atteint. Moi je suis des familles où il y avait 9 personnes atteintes, par exemple, sur 3 générations. Ça dépend combien ils font d'enfants. La prévalence est parfaitement connue pour ce qui est de la France, où l'on a, disons, pour les formes les plus symptomatiques, c'est un peu difficile parfois sur des formes non symptomatiques de repérer les cas. Mais enfin, on sait maintenant à peu près, il y a eu des études qui ont été faites, notamment en Île-de-France, et rapportées ensuite à l'ensemble du pays, 1300 angioïdèmes de type 1 ou 2, je reviendrai sur le 3 tout à l'heure, et on peut admettre, mais c'est une extrapolation qui demanderait à être validée, bien entendu, par une étude épidémiologique, on peut admettre qu'il y a autour de 30 000 patients sur le continent africain. Mais là encore, je reste très prudent, parce que non seulement il faut l'énoncer, mais il faut le démontrer aussi. Il n'y a pas de raison, actuellement, je n'ai pas de raison de penser qu'il y ait des différences selon les régions et selon les ethnies. C'est une maladie autosomique dominante. Il y a des mutations spontanées de l'ordre de 25%. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir cette maladie sans antécédents familiaux. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça modifie complètement le diagnostic. La facilité du diagnostic, je vais venir tout à l'heure. Et je crois que c'est un des grands messages de mon exposé, c'est y a-t-il une famille ou pas? Parce que c'est pas la même complexité du diagnostic. Les mutations existent sur le chromosome 11 et c'est le gène SERPING1. Alors, les localisations, vous avez plein de photos partout. Il suffit de regarder sur Internet, je vous les montre très rapidement. Ce qui est important, c'est que les localisations de l'angioïdème, ce sont des œdèmes qui touchent soit les membres, les 4 membres, et ça fait de l'œdème un peu douloureux, qui n'est pas rouge, et qui ne s'accompagne pas de fièvre évidemment, qui ne gratte pas, il n'y a pas de prurite, mais ce n'est pas extrêmement douloureux. La deuxième localisation, qui est extrêmement fréquente, peut-être la plus fréquente à mon avis, c'est une localisation abdominale, avec des œdèmes autour du péritoine et de l'intestin,
Et ces douleurs sont extrêmement violentes, durent 2 jours, 3 jours maximum, peuvent amener à des erreurs de diagnostic et des interventions chirurgicales et sont évidemment très compliquées à identifier lorsqu'il n'y a pas d'antécédents familiaux. C'est très différent d'antécédents familiaux. Et puis, la seule localisation est vitale, parce que même s'il y a une petite acide dans les localisations abdominales, il n'y a pas de danger. La seule localisation dangereuse et vitale, c'est la localisation laryngée, qui entraîne un œdème laryngé, que l'on voit sur le scanner ici à droite, et qui peut évidemment entraîner le décès si le traitement est tardif. Normalement, on ne doit plus voir d'œdème laryngé au XXIe siècle, parce qu'on a des traitements préventifs. Mais malheureusement, il en existe encore, et c'est pour ça que la notion même de dépistage et de prévention est importante. Je continue. Les crises douloureuses abdominales dont je vous ai parlé, dont on voit l'œdème sur les scanners aussi, les dilatations intestinales, et c'est extrêmement douloureux. Hein. Ils n'aiment pas beaucoup les jeunes gens qui ont ça au début. La maladie, je pense que j'y reviens après, mais la maladie est découverte en général à partir de 8 à 10 ans. On a des cas plus jeunes. J'ai mon plus jeune enfant, on l'a découvert à 2 ans et demi, mais son père était atteint, donc le diagnostic a été relativement aisé. Pittoresque, mais aisé. C'est souvent vers 8-10 ans que les premières crises arrivent, et à partir de 12 ans que les crises sont de plus en plus fréquentes. Donc on a un problème souvent chez les adolescents, niveau collège, si vous voulez, entre 12 et 18 ans, et à l'âge adulte, la fréquence des crises va augmenter souvent jusqu'à 25-30 ans, et elle va se stabiliser, puis diminuer ensuite à la ménopause pour les femmes, et à peu près au même âge pour les hommes. Alors, on distingue. Ça, c'est pas moi. Bon, on distingue les formes héréditaires. Je vais un peu vite. Je vais vous parler de la démarche diagnostique. Le type 1, qui est le défaut de synthèse de l'inhibiteur, n'existe pas. Il n'est pas fait par le foie. C'est la grande majorité des cas. Le type 2, c'est 15% des cas où il y a 1 ou 2 acides aminés mal placés sur l'inhibiteur. Ils ne migrent pas au même endroit en électrophorèse et c'est assez facile à identifier quand on a la capacité de faire les tests fonctionnels, pas seulement les tests protéiques. Et le type 3, je vais assez peu en parler parce qu'il est un peu en retrait. On l'appelait non 1, non 2 ou indépendant du complément. Le taux de C1 inhibiteur est normal. Dans la clinique, on prouve que ces œdèmes ne sont pas histaminiques, donc c'est probablement par défaut bradykénique. Et il y a des cas familiaux. Il y a surtout des cas relativement rares, même très rares, avec des mutations du facteur 12 qui sont quand même très particuliers. Il y a aussi des formes acquises, je vais très peu en parler, parce que ça se met dans un contexte totalement différent pour le diagnostic, soit associé à des syndromes lymphoprolifératifs, mais là le diagnostic c'est celui du lymphome, et le traitement c'est celui du lymphome, soit associé à des auto-anticorps anti-C1 inhibiteurs, c'est franchement pas fréquent, ou des gammapathies monoclonales éventuellement, soit surtout des médicaments alors d'usage courant, qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, et qui peuvent donner des œdèmes, des angioœdèmes bradykéniques, très particuliers, qui ne touchent que les lèvres, la bouche, la langue, et qui sont très majoritairement chez les sujets de race noire. On ne sait pas pourquoi. Hein. Les traitements de l'angioœdème, traitement de fond, préventif des crises, je n'utilise plus jamais les androgènes, le danazol qu'on voit là, que j'ai mis parce que c'est l'ancien médicament, qui a été décrit par mon ami Mike Frank en 1976, qui déréprime la synthèse hépatique. On a eu beaucoup d'ennuis avec des gens qui ont eu 30 ans d'androgènes, des gros ennuis.
hépatiques en particulier, mais polyglobuliques et autres. Mais la prévention des crises peut aussi être faite quand on est dans des situations où l'on sait que l'on peut avoir une crise, des situations d'intervention chirurgicale, d'accouchement, etc., avec un inhibiteur de C1 purifié qui est dérivé du plasma. Les traitements des crises, c'est soit l'inhibiteur purifié à partir du plasmode donneur ou recombinant, notamment le Ruconest de Pharming. Les voies d'administration sont intraveineuses. Ensuite, l'icatibant, c'est très différent. C'est un médicament d'administration sous-cutanée qui n'est absolument pas préventif, mais qui peut être curatif pour certaines crises d'intensité moyenne, disons, et c'est un antagoniste des récepteurs B2 de la bradykinin. Enfin, les traitements chroniques préventifs, beaucoup plus modernes, sont des traitements qui s'adressent à la kallikreine, qui inhibent le système de la kallikreine et de la libération de bradykinin. Alors, je viens de vous le dire à l'instant, l'anadelumab, berostat, qui sont des antikallikreines. Je passe parce que c'est pas franchement ce que je voulais vous dire. Ce sont des médicaments très coûteux, sur lesquels les pays occidentaux ont beaucoup insisté, parce que, à la limite, même si ce sont des traitements coûteux, ça empêche toute crise. Donc, à partir de là, si vous voulez, plus d'hospitalisation, plus de consultation, le bénéfice pour le système de santé est finalement assez favorable. Enfin, l'équilibre dépenses est assez favorable. Alors, présentation initiale du patient aux urgences. C'est une des choses qui me paraît absolument importante dans la formation et dans l'éducation des médecins dans des situations un petit peu éloignées ou en difficulté par rapport aux centres hospitaliers les plus modernes. Première situation, ou bien il s'agit d'une famille d'angioïdème héréditaire connue. Je vous l'ai dit, âge de début 12-20 ans, extrême 3 à 30, fille ou garçon, œdème laryngé ou douleur abdominale, c'est immédiatement reconnu par l'entourage. Il n'y a aucun problème. La maman arrive avec l'enfant et dit il a certainement un angioïdème parce que j'avais la même chose, ou mon mari avait la même chose, ou quelque chose comme ça. Il n'y a aucun problème diagnostique. On va faire des tests biologiques, il n'y a aucun problème. La vraie complexité, c'est l'absence de forme familiale connue dans une famille. Donc, il y en a 25% des cas, 1 sur 4. Hein. Moi, j'en suis plusieurs, je suis en train de réfléchir à combien. Tous ces patients qui n'avaient pas d'antécédents familiaux, ils ont des enfants atteints. Donc, si vous voulez, une fois que c'est rentré dans la famille, c'est fait. Donc, on se trouve devant un enfant, un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme qui a des douleurs abdominales et des vomissements, qui va aux urgences. L'œdème laryngé s'accompagne d'une dysphonie, il faut absolument la regarder, avec notamment une difficulté à prononcer les oui, genre ouistiti ou cheese, si vous voulez, mais ils n'arrivent pas à prononcer les i. Et les œdèmes des membres sont douloureux, sans rougeur, je l'ai dit, sans godet. Et ce sont donc les symptômes pour lesquels la personne arrive, et vous imaginez aux urgences le nombre d'erreurs de diagnostic qu'on peut être amené à faire. Donc il faut savoir y penser. On fait donc des tests thérapeutiques. Ça ressemble quand même en général à une allergie, un petit peu. Donc le premier test thérapeutique, c'est des corticoïdes et des antihistaminiques à haute dose, où ça marche pas. Si l'effet clinique est sensible, ce sont des œdèmes histaminiques, on a le temps, tant que le larynx n'est pas touché. Et s'il n'y a pas d'effet clinique, on peut s'orienter plutôt vers des œdèmes bradykiniques. C'est un test thérapeutique quand même très très simple. Hein. C'est pas d'une complexité tragique. Le traitement immédiat, sans attendre la biologie, il n'est pas question d'avoir un test biologique, c'est, si ce sont des œdèmes bradykiniques, on donne de l'inhibiteur de C1 intraveineux, soit du Ruconest, qui est la forme recombinante de Pharming, soit un inhibiteur dérivé du plasma, qui vient soit de chez Behring, soit de chez Takeda.
Et si la crise est modérée, sans urgence absolue, on peut éventuellement essayer l'inhibiteur de la bradykinin qui s'appelle nicatibant ou firazir, mais c'est rare en première intention. Quand on voit quelqu'un arriver avec un angioëdème dont on n'a aucune histoire, aucune anamnèse, rien, on a intérêt à donner un traitement intraveineux pour être tranquille. Et donc je l'ai mis là, mais je ne suis pas sûr que je le ferai aux urgences. La confirmation du biologique, c'est les dosages nécessaires et suffisants. C3 est normal. C4 est effondré. Toujours. Si C4 est normal, ce n'est pas une crise d'angioëdème. Et le C1 inhibiteur est dosé soit en quantité protéique, c'est un déficit de type 1 quand il y en a très peu, soit en activité fonctionnelle, parce que quand c'est un type 2, la quantité de C1 inhibiteur est supérieure à la normale. Supérieure parce qu'il y a un mécanisme de feedback et d'hypersynthèse. Donc sans test de l'activité fonctionnelle, c'est difficile. Mais ce sont des dosages biologiques d'une extrême simplicité qui sont diffusés partout. Hein, ce n'est pas du tout de la haute science. Et il y a des situations plus rares, je vous en ai parlé, sur lesquelles je ne voudrais pas insister, compte tenu du temps, et avec des angioëdèmes acquis ou secondaires, des mutations exceptionnelles, le facteur 12, j'ai dit, le plasminogène, l'angiopoïétine, et d'autres à venir qui sont des anomalies toujours autour de ces schémas d'activation utilisant le C1 inhibiteur. Enfin, je voudrais conclure en vous disant que c'est une maladie rare. Hein, un patient sur 50 000 en France, c'est pas beaucoup. Que le diagnostic est apparemment difficile puisqu'il y a plein de situations où on a un peu balisé, où on a pataugé avant de faire le diagnostic en l'absence d'anamnèse familiale. Il faut donc y penser. Il faut donc y penser en sachant qu'il y a un quart des cas qui n'ont pas d'anamnèse familiale. Et là, si vous voulez, à partir du moment où on y pense, le diagnostic est extrêmement facile et on doit absolument éviter les formes laryngées mortelles. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je ne l'ai plus vu. En faisant le diagnostic sans tarder, c'est l'information, en ayant un traitement d'urgence en stock dans un milieu hospitalier, une pharmacie hospitalière à proximité, et se rapprocher d'un centre expérimenté, évidemment, pour la formation. Et il faut faire attention, ça m'est arrivé aussi, j'étais très frappé par ça, aux formes de familles qui ont des dénis et des refus d'ordre psychiatrique, hein, de la maladie génétique. C'est-à-dire quand une maladie génétique dans une famille est trop souvent considérée comme une honte, comme une tare, on disait tare dans les facultés de médecine dans le temps, et ce qui est odieux, mais les maladies génétiques est souvent cachée, et il faut faire attention à ce genre de situation qui évidemment complique beaucoup les choses. Voilà, merci. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, Dr Sobel, pour cette présentation brillante. Donc, moi, j'ai deux petites questions. Je suis un médecin anesthésiste réanimateur. Donc, c'est vrai, c'est rare, mais on peut confronter ces situations devant, par exemple, des scénarios. Attendez, tout le monde. Je suis un médecin anesthésiste réanimateur. On peut confronter ces situations, quoique c'est rare, mais on peut être devant une urgence sévère, méconnue, comme on peut être devant une urgence sévère, connue. Vous avez proposé un certain nombre de traitements dont on ne dispose pas, on n'a pas ces médicaments. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller au cas où, si on est devant ces cas? Est-ce qu'il y a une place à l'acide tranexamique? Est-ce qu'il y a une place au plasma frais congelé? Est-ce qu'il y a une place? Parce que quand même, c'est des situations qui peuvent être catastrophiques. Je parle des cas sévères, des situations modérées. Ah, si vous voulez, ça dépend. Il y a plusieurs choses. On ne peut pas avoir des médicaments coûteux partout. Donc, déjà, le problème, c'est qu'il y a éventuellement, en cas d'urgence, d'œdème laryngé, des choses comme ça, il y a un problème
mise à disposition de médicaments qui sont la plupart intraveineux pour les grandes urgences comme ça, et on ne peut pas les avoir partout parce qu'en plus, les ampoules se périment. Elles sont périmées au bout de 18 mois, 2 ans, etc. Donc, c'est assez compliqué. Mais la plupart des centres hospitaliers, disons, universitaires en France, à peu près, sont équipés de quelques stocks de médicaments d'urgence par voie veineuse pour les formes très graves qui arrivent aux urgences, qui est un vrai problème. Et quand il y a une urgence dans un endroit un petit peu éloigné, il faut gérer l'éloignement, le transfert, soit du patient, soit du médicament. Donc appeler un centre à proximité, parce qu'on ne peut pas stocker ces médicaments. Il y a certains médecins, certains hôpitaux qui n'enverront jamais des angioïdèmes. Et puis il y en a d'autres qui en verront plus. Donc, le problème est de pouvoir stocker suffisamment de médicaments pendant la durée adéquate sur un espèce de réseau de maillage, si vous voulez, qui permet d'accéder. Mais vous ne pouvez pas en mettre dans tous les villages, c'est pas possible. Merci. Merci, Monsieur Sobel, pour cette excellente présentation. Moi, je reviens à la question de mon collègue concernant l'acide tranxénamique, donc l'hexacyle. Il faut dire que faute de dicatiban, de concentré de Saint-Estérase, moi personnellement, j'avoue que l'hexacyle en intraveineux nous a fait donc sortir de certaines situations d'urgence. Au moins, pour certains œdèmes laryngés qui mettent en jeu le pronostic vital, bon, c'est pas le traitement adéquat, mais ça peut parfois améliorer la situation. Et le même médicament pris par voie orale nous a donné donc une relative satisfaction comme thérapie de fond. Je ne sais pas ce que vous pensez. L'acide tranexamique, c'est ce qu'on appelait quand j'étais jeune, on appelait ça l'hémocaprol. C'est la même chose, c'était la même chose. Et mon maître Lagrue était un fan de l'hémocaprol jusqu'en 1976, parce qu'il y avait une petite amélioration, c'est vrai. Moi, j'ai jamais utilisé par voie veineuse dans des crises. Je comprends très bien que c'est pas la même situation ici et à la maison. L'efficacité est très différente. Moi, j'ai toujours eu avec l'acide tranexamique que des l'hexacyle, enfin comme on dit. Bon, j'ai eu que des succès partiels, mais parfois suffisants, chez l'enfant de moins de 10 ans. Chez le petit enfant, parfois ça suffit de donner des doses d'hexacyle. Chez l'adulte, franchement, j'ai pas eu beaucoup de succès. J'ai laissé tomber assez vite. Et nous, on en a donné très peu en France parce que dès 76, il y a le Danatrol qui est arrivé et ça a embarqué tout. Alors maintenant, on se retrouve à une autre situation. Moi, j'ai eu des grosses complications avec le Danatrol chez des patients. Je suis très hostile, mais peut-être trop, je ne sais pas, parce que j'ai eu des grosses complications hépatiques en particulier. Et donc, maintenant, il y a des médicaments assez modernes. Alors, le problème pour vous, c'est le coût, évidemment, de ces médicaments. Et alors, l'hexacyle, par voie veineuse, je ne sais pas. Mais j'ai jamais fait, franchement. Parce qu'il y a eu le Danatrol et ensuite, il y a eu assez rapidement les produits intraveineux dérivés du plasma de Behring ont été assez rapidement disponibles. Alors maintenant, on a d'autres possibilités qui ne sont pas dérivées du plasma, puisqu'on avait à un moment, quand même, on n'aimait pas trop les produits dérivés du plasma. Il y a des produits recombinants. Enfin, on a un éventail de produits assez important. Mais enfin, je ne suis pas contre, notamment chez l'enfant. J'ai l'expérience chez l'enfant. Oui, bonsoir. Bon, je tiens tout d'abord à remercier Oussad Bousfiha pour son invitation. Moi, je suis dermatologue, chef de service de dermatologie à Casablanca. Alors, j'ai une petite expérience. On a une famille connue d'œdème angioneurotique héréditaire. Et bon, là, le diagnostic n'a pas posé de problème parce qu'il y avait des antécédents familiaux d'atteinte par ce syndrome. Ils sont tous sous hexacyle, avec une stabilisation de la maladie.
Et donc, j'ai un autre patient isolé, donc c'est-à-dire un cas unique dans la famille, également sous hexacyle, mais de temps à autre, il a des poussées qui sont rythmées par donc, des infections, donc un stress. Donc, à chaque fois, donc, il fait donc, des poussées malgré donc, le traitement par l'hexacyle. Et bon, je pense on a avec nous, donc we have with us two patients, three donc, who suffered from this disease, and they want to give us their opinion about this disease. Hello, everyone. My name is Maria Ferran. I'm from Spain, and I'm an angioedema patient. Sorry, we don't speak French, but the little I could understood, you were talking about androgens and tranexamic acid. Okay, I know that in some countries there is no alternative to give to the patients, but these medicines are not working so good for us on the long term. Well, with tranexamic acid, it's only few patients that actually react to that medicines. Lucky for them, because it's better to take tranexamic acid than androgens, even for women. But yeah, as the doctor was saying, it's much the ideal situation will be to have modern therapies in place to treat. And I think you even spot in a certain point that cost-wise, it might be, instead of having the patients on emergency room and all the cost involved on this daily emergency room and hospitalization and everything long-term, it is more economic to have these modern therapies in place. I would like also to introduce, we are here because we have, well, we are all involved in associations locally and internationally. So basically, I'm the regional patient advocate for the HAI. This is the association, international association, and I'm covering all the North African countries, so Morocco, Algeria, Tunisia, Mauritania, Libya, some Mediterranean countries, and British Isles. And I will pass not to talk so much to my colleague Fiona. Hello, everybody. I don't know any French, so I'm Australian. That's it. I'm also a patient. I am the co-founder of our Australian and New Zealand organisation. I'm the regional patient advocate for HAE International for Asia Pacific and also South Africa. I think it's important to know that HAE presents very similarly to other diseases, more common diseases. So HAE is definitely misdiagnosed and underdiagnosed, and those tests that the doctor went through are imperative to find the results to make sure that we're not missing an HAE patient who could in turn die from a laryngeal attack. I think we've all had one at some point, me before I was diagnosed. Just a little bit of background. My symptoms started at the age of 7 years of age, and I was diagnosed at 33. I fall into that 25% of the spontaneous mutation. No family history. Nobody knew what it was. This was a while ago, so there was no internet around to figure out what I could have. But our international organisation we have 96 country member organisations. We have HAE patients or their caregivers in each of these countries advocating and creating awareness and education on HAE to better understand amongst the community and to get a diagnosis quicker for these patients so that they're not suffering. Patricia? Good afternoon, everybody. My name is Patricia Karani. I am the regional patient advocate taking care of Sub-Saharan Africa. So Maria takes care of North Africa,
and I take care of sub-Saharan Africa. So I have listened to the doctor's presentation, and it is, as he said, it's very difficult to actually diagnose HAE from, just looking at a patient. It could be anything. For example, for me, before I got diagnosed, I was told I have, some kind of bacteria in my stomach, especially the angioedema that affects the stomach. It was very difficult to diagnose. And that is why, as Hereditary Angioedema International, we really look forward to these forums where we meet doctors who actually could be meeting patients with HAE, but you see, I believe that we first eliminate what is common, and then we go to what is not common. That's how I see doctors approaching the situation, but which is okay. However, at times, the time between identification of a patient and proper diagnosis and treatment, at times you find the patient has passed on. So because of the high mortality rate for HAE. So we are glad to be in this session, and we hope that we will raise more awareness amongst doctors that if it is not responding to some medications like antihistamines or the allergy medicines, then what could it be beyond that? Because we don't respond to antihistamines and the allergy medications. Yeah, so that is my point, and thank you very much. Thank you very much. Merci pour ces témoignages. Moi, je voudrais très rapidement dire deux choses. La première, c'est que c'est une maladie dominante et la consanguinité n'a pas de place ici. Ça veut dire par une simple règle de 3, avec les 1500 patients en France, on devrait avoir au Maroc 25 000, 30 000. Où est-ce qu'ils sont ces 25 000 patients? Ces malades viennent aux urgences. D'accord? Donc c'est la même incidence. Et encore, même en France, ils ont peut-être pas tout le monde diagnostiqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à notre niveau de quelques cas, quelques familles, l'essentiel, c'est d'y penser dans les services d'accueil des urgences, pour le moment. Bien sûr, pour la consultation, il n'y a pas le feu, on a le temps. Mais ces enfants-là, ils nécessitent une réflexion rapide et un geste rapide. Il ne faut pas qu'ils décèdent. C'est enfants et adultes. Merci. Pardonnez-moi. Tout à l'heure, professeur, vous avez parlé de dépistage. Alors, vous avez parlé de dépistage quand il y a un membre de la famille connu. Maintenant, quand on reçoit, moi je suis chef de service des urgences pédiatriques, je suis pédiatre. On reçoit pas mal d'enfants pour des douleurs abdominales. Alors, les douleurs abdominales, quand il y a l'appendicite, le problème est réglé. Quand ce n'est pas appendicite, il n'y a pas le déficit, il n'y a pas d'autres pathologies organiques, on va dire que c'est fonctionnel. Quand le problème est réglé par un antispasmodique antalgique, le problème est réglé. Alors, ce qui m'a secoué un petit peu, c'est que vous avez dit que la douleur peut persister pendant 2-3 jours. Ça va disparaître, il y a possibilité de régression spontanée de la douleur. Et dans ce cas, certainement, le diagnostic ne peut pas être fait. On est passé à côté de cette pathologie, très probablement. Alors, si l'enfant ne revient pas encore une deuxième fois, même hôpital, même service, pour se dire, attention, il y a un problème, cet enfant fait des crises à répétition, il faut chercher. Alors, quel moyen, comment peut-on faire le diagnostic chez ces enfants dans la famille? Aucun membre de la famille n'est connu porteur de cette maladie. Oui, mais effectivement, c'est très difficile dans ces cas-là. On estime que les délais de diagnostic, je parle y compris de l'Europe, hein, les délais de diagnostic sont entre 1 et 8 ans. Il y a des gens qui attendent 8 ans. Bon. Les 2 ou 3 cas
de forme spontanée auxquelles je pense, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans maintenant, que je suis depuis l'âge de 16 ou 17 ans. Ils ont souvent fait 2 ou 3 ans partout dans tous les hôpitaux, ne sachant pas ce qui se passait. Parce que les gens n'y pensent pas. Donc ça, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Ils font y penser devant des douleurs abdominales qui évoluent par crise. Il n'y a pas de danger vital. Pour les douleurs abdominales, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de choses comme ça. Donc, il faut vraiment y penser. Et si on peut faire un dosage de C3, C4, ça suffit, même C1 inhibiteur quand on peut, mais il n'y a pas partout. Et ça, il faut l'avoir assez vite sous la main quand il y a au moins une deuxième crise ou une troisième crise. Il faut le faire assez vite, c'est pas très cher, et ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes. C'est pas fréquent comme cas, c'est pas très très fréquent, mais chez l'enfant et l'adolescent, la douleur abdominale, c'est quand même une cause de consultation très fréquente, très très fréquente évidemment. Donc ça complique un petit peu. Pour ce qui est d'ailleurs de la clinique de la maladie, dans les stands là-haut chez l'Aprofond, il y a une espèce de petite vidéo avec bleu pâle, là, avec des signes cliniques et tout ça. C'est très très bien fait. Très très clair et très très bien fait, j'ai trouvé. Alors, je rebondis juste à la réflexion du professeur Bousfihat. Où sont ces malades? Écoute, ils viennent aux urgences, ils font des angioïdèmes faciaux, et ils sont traités comme des angioïdèmes histaminiques. Ça veut dire qu'ils reçoivent tout le temps des corticoïdes et des antihistaminiques. Comment on peut remédier à ça? Eh bien, le seul moyen, c'est la sensibilisation. La sensibilisation doit passer obligatoirement par une formation post-universitaire continue. Donc, les gens qui connaissent un peu ce problème doivent se mobiliser donc pour réunir des généralistes, même des spécialistes, des médecins urgentistes, pour au moins leur donner les grandes lignes entre les angioïdèmes histaminiques et les bradykéniques, pour leur expliquer que ces traitements-là ne marchent pas, en particulier les corticoïdes, parce qu'ils ne seront que la source de l'effet secondaire très très important. Deuxième question que je voulais poser à notre ami et professeur Sobel, qu'est-ce que vous pensez de l'icatiban qui est commercialisé en Turquie et en Chine, qui coûte presque 2/3 moins que celui qui est commercialisé en Europe et qui est efficace? Là, vous me posez des questions qui sont très à l'ordre du jour. Alors, je ne connais pas l'icatibant chinois, encore je ne sais pas. Celui qu'on a, je ne sais pas s'il n'est pas fait en Chine, puisque la grosse majorité des médicaments qu'on utilise en France, ici j'en sais rien, mais en France, c'est des médicaments qui sont faits en Chine. Je vous rappelle qu'en France, on est en rupture de traitement de 50 à 100 médicaments d'usage courant, dont l'augmentin, dont le paracétamol, dont tout ça, parce que ils sont faits en Chine, que la Chine a besoin de ces médicaments, qu'elle produit moins, et que c'est maintenant que le président de la République a décidé qu'on allait faire des usines pour produire 50 médicaments qui manquent en France d'usage courant, et que il va falloir attendre 2030 pour que ça marche, parce que ça ne va pas marcher comme ça. Donc, l'icatibant chinois, j'en sais rien, parce que je n'ai vraiment pas l'expérience. Et je ne sais pas où est fait le nôtre. L'icatibant, c'est un laboratoire japonais qui le fait chez nous, Takeda, et je ne sais pas où il est fait. Vous savez? Pas en Chine? Non, mais je ne sais pas. Voilà, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. J'avais une question pour le professeur Sobel et peut-être un petit commentaire pour nos amis donc, qui représentent leur association. La question, c'est par rapport au type 3. C'est type 1, type 2, type 3. Où j'avais vu, vous avez dit qu'en fait, il y avait le facteur 12 en fait, qui était souvent, qui mutait. Ma question, c'est que parce que le facteur 12 passe beaucoup par la voie de la précalcicrine, calicrine. Je voulais juste savoir, est-ce que
réellement, si le facteur 12 est muté et que le C1 inhibiteur est resté intact, est-ce que ça entraîne une aggravation ou bien ça fait que cette pathologie-là, en fait, ce cas-là, sera presque asymptomatique et peut-être on ne le verra presque pas. C'est pour ça, peut-être que sous-estimé, peut-être on a beaucoup de cas et qu'on ne connaît pas. Les anomalies du facteur 12, c'est un peu plus fréquent maintenant parce que on a commencé à en décrire vers 2018-2019 à peu près. Il y avait quasiment que 2 familles ou 3 en France et en Espagne. En Galicie, il y avait des familles qui avaient des mutations de facteur 12 avec des angioïdèmes de type héréditaire, si vous voulez. En France, il y avait une famille, il y en a peut-être 2 ou 3 maintenant. Assez souvent d'origine nord-africaine, maghrébine, et si bien que j'ai pensé que les cas espagnols devaient être liés à l'occupation de l'Espagne avant 1492. Mais cela dit, pour l'instant, moi, je n'ai pas l'expérience, j'en ai jamais vu parce que il y a une ou 2 familles. Celle d'Espagne était suivie pas mal par le groupe de Madrid. En France, il y a eu quelques familles traitées, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé au point de vue traitement. Pour le groupe 3, pour le type 3, j'en ai pas beaucoup parlé. C'est quand même très différent, c'est complément indépendant. Il y a des gens qui disent que c'est un inhibiteur perfusé marche aussi. C'est assez peu compréhensible. Les progestatifs ont amélioré les cas et ça reste cette pathologie qui a été décrite par un collègue allemand qui s'appelle Bork, reste assez peu compréhensible pour l'instant. Mais effectivement, dans le type 3, par exemple, l'hexacil marche pas mal. Moi, j'en ai donné parce que c'est pas cher, c'est simple, et ça marchait pas mal l'hexacil dans le type 3. Je ne suis pas sûr que ce soit la même maladie. C'est vraiment quelque chose de particulier. Exactly. Just a few questions for you, because we have, in France, we have 1,300 cases. We need to know how about Africa. Even we have just an underestimated of it. We need to have it right now, because in our presentation, we need to put it here to say to all people that we have some cases in the south part of Africa and in the north part of Africa, because Professor Sobel said that we don't know nothing about African cases. So it's important just to have. Yeah, little by little we are, so here, well, I present the apologies from Imat. He's the president of the Moroccan Association. He was going to attend, but at the end he had a business trip and he couldn't come. Little we are working on awareness in each country, as Fiona said, we are already... Insert shirt, please. Insert shirt, because we want to give the talk for insert shirt. Yeah. So yeah, basically we are working a lot to resume up on awareness in all the countries we are in. Just a quick thing, I would like to say that we have brought 3 posters to put in your hospitals or major emergency rooms. There are 3 languages: English, Arabic, and French. In case you want to take some, they will be on the front. Okay. Thank you very much. Merci. Ok, donc on arrête donc cette session. Le sujet il est très intéressant, mais on est pris par le temps. Et je donne la parole au professeur Bousfeha parce qu'il faut donc qu'on entame la séance d'inauguration. Merci à Monsieur Sobel, merci au modérateur et merci à la présence. Bien, dans quelques instants, on fera la séance d'inauguration. S'il vous plaît, pour la session d'inauguration, j'appelle Monsieur le docteur Moulay Saïd Afif, président de la Société marocaine des sciences médicales, Madame Martine Perjean, présidente de HIPOPI, la Fédération internationale des associations de déficit immunitaire, Madame Patricia Lack from INGID,
please. Madame Bouchra Ben Hayoun, secrétaire générale de l'association Hajar. Bien sûr, Madame Leila Jdan, notre maître, Monsieur le professeur Adouane Adnaoui, le président de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé, professeur Adnaoui. Monsieur Claude Grisselli m'a envoyé un petit texte que je vais lire. Monsieur Grisselli est, comme vous savez, aussi marocain. Il est le père des déficits militaires dans le monde et il est en moment sous traitement. Il est un peu fatigué. J'appelle aussi Madame Anne Barassa. Est-ce qu'elle est là, Anne? Leila? Tu as vu Anne? Nizar Mehlaoui, il a eu un retard pour son avion et donc certainement il ne sera pas avec nous. Notre maître, Monsieur le professeur Saïd Ben Chkron, le président d'honneur de l'association de la Moroccan Society for Primary Immunodeficiency et le papa de la première allogreffe de moelle osseuse au Maroc. Voilà, donc Leila Jdan, notre présidente. Bon, pour n'oublier personne, Dr Leila Jdan, j'appelle Dr Leila Jdan, professeur Sidi Mohamed Adnaoui, professeur Claude Grisselli, professeur Ben Chkroun, Saïd Ben Chkroun, Madame Martine Perjean, Madame Patricia Lac, Madame Bouchra Ben Hayoun, Moulay Saïd Afif, docteur Moulay Saïd, président de la SMSM, Anne Barassa, docteur Anne Barassa, future présidente de Azit, on appelle présidente électe, Nizar et un petit souci. Bien. Alors, marhaba bikoum, bienvenue. Sidi Saïd, Moulay Saïd, labas alik. Marhaban, ahlan wa sahlan. كيس حداهم باش ما يبانش الدنيا خاويه. Yusra. Yusra, Patricia, Leila, tu n'as pas vu Patricia? Est-ce qu'il y a quelqu'un de Ingrid? Is there someone from Ingrid? Is there someone from Ingrid, International Nurse Group of Immunodeficiencies? Bien. Hein? J'ai pas entendu. Où? L'Asie. Oui, indépendant, mais on peut l'inviter. Tu l'invites. Alejandra from Chile, Lazit, you are welcome. Please, can you come with us, please? شنو؟ Bien. Alors, voilà comment va se dérouler cette session. Donc, il y aura le mot de bienvenue de notre présidente, Dr Leila Jdan, présidente de l'African Society for Primary Immunodeficiencies. Ensuite, on va rendre hommage à deux patrons des déficits militaires qui nous ont quittés, professeur Shirin et professeur James Chipeta. Ensuite, on donnera la parole à nos illustres invités. Et à la fin, on aura une petite session de folklore marocain traditionnel, comme vous allez voir. Bien. Alors, Leila Jdan, tu as la parole pour le mot de bienvenue et le mot de Azid. Ok. Bonjour à tous. Merci d'être venus donc assister à donc, cette première journée du 8e congrès africain des déficits humanitaires, donc, de Azid. Donc merci à ces éminentes personnalités de me rejoindre sur la scène pour la cérémonie d'ouverture. Et donc, certains d'entre vous sont venus de loin, et pour cela, vraiment, je les remercie.
Ils viennent d'arriver après un long voyage. Je sais qu'ils sont fatigués. Je suis désolée, je t'ai eu. Mais c'était important pour nous d'inviter tout ce beau monde, voilà, pour fêter les 15 ans de la Société africaine avec nous. Donc, au retour au berceau. Parce qu'en 2008, à la faculté de médecine de Casablanca, professeur Bousfia a eu l'idée folle d'organiser un congrès. Il l'a fait quasiment tout seul. Moi, j'étais pas là, je suis arrivée juste après. Il a invité des amis, des collègues d'un peu partout, de France, d'Europe, donc d'Afrique. Et voilà, sur place, ils se sont dit vraiment, il est important de démarrer quelque chose, de démarrer une société africaine pour les déficits immunitaires en Afrique. Et voilà, donc c'est parti. Et 15 ans plus tard, on se retrouve de nouveau ici à Casablanca avec un réseau de plus en plus étendu et beaucoup de chance. Donc vraiment, je vous remercie d'être venu. Je remercie les sponsors de nous avoir soutenus pour cette édition. Je remercie l'Université Mohamed VI des sciences de la santé de nous avoir accordé le privilège d'utiliser cette salle, magnifique salle. Vraiment, j'ai eu des échos, on m'a dit que vous avez monté en grade. Donc merci beaucoup, c'est grâce à vous. Et voilà, donc j'espère vraiment que vous allez apprécier ce congrès. On a fait notre mieux pour proposer un programme d'exception, un programme qui reprenne un peu tous les aspects des déficits immunitaires. Et bon, voilà. Donc, Merci. Merci Leïla. Il faut dire que un grand effort, Leïla, depuis 2 ans qu'elle est à la tête de l'African Society. Il faut dire qu'en 2008, j'étais bien épaulé. Le président du comité scientifique était monsieur le professeur Saïd Ben Chkouron et le président du comité d'organisation, professeur Qabli. Et donc ensemble, on a eu cette idée folle, oui, de voler la lettre A à l'American Society for Primary Immunodeficiency. Et donc, AZID est né avant American AZID. Voilà. Maintenant, je voudrais... nous allons faire une petite cérémonie d'hommage à notre 2 grands patrons de notre société qui étaient des fondateurs et qui ont organisé des congrès. Alors, il y aura... Rim El-Faki, qui à distance va nous parler d'une façon très émotionnelle de son professeur, Madame Shirin Mohamed Reda, qui nous a quittés. Rim, please, can you start your homage, please? First of all, I'm grateful that I had this opportunity to pay a tribute to my professor and mentor, Professor Shirin Reda, who unfortunately passed away this year after fighting cancer. So Professor Reda has been a professor in Pediatric Allergy and Immunology Faculty of Medicine in Ain Shams University for almost 20 years. She has graduated from medical school in 1984, and she had a master's degree in pediatrics in 1989, and then she had a doctorate degree in pediatrics in 1994, and she was a fellow of the Royal College of Physicians from Edinburgh in 2012. I don't know, just trying. So she had lots of executive activities when she was a professor in Ain Shams University. So she was the co-founder and the vice president of the Egyptian Allergy and Immunology. And she was the executive director of Primary Immune Deficiency Registry. And she was the member of the steering committee of the Primary Immune Deficiency Week. And in Africa, she was the board member of African Society of Immune Deficiency. Sorry. And she has been the editor-in-chief of the African Society of Immune Deficiency newsletter since 2014. And she was the co-founder of the Arab Society of Immune Deficiency. She had made multiple book chapters. She was co-editor of multiple book chapters for primary immune deficiency. And
this in the last 7 years. Sorry, when she was fighting cancer. So you can see how much publication she has delivered. So don't have anything else to say about her. Sorry. Oui, maintenant, la parole à Leïla pour notre grand ami qui nous a quittés, James Chipeta. First, thank you, Wim, for these words. I know it was difficult for you, so really thank you for the effort. And when I learned about the passage of Cherin, well, I couldn't forget about James Chipeta, Professor Chipeta, that also passed away in 2020. Donc, je reviens en français, désolé. 15 ans ne peuvent pas se passer sans qu'on perde des proches, des amis, des collègues. Et James, Professor Chipeta, je n'ai pas vraiment préparé, je suis désolée. Hein. Mais quand je me souviens de lui, je vois une boule d'énergie. Really powerful, really. Il est rentré dans Aziz, je pense, à peu près vers 2015, 2016. Il nous avait été introduit par Monica Esser. Et il a très vite pris le train de Aziz et s'est très vite impliqué avec nous. Donc, non, 2014 même. Donc, par un e-project, donc à partir du e-project à Zambie, il a enseigné aussi dans d'autres e-projects. Il a organisé avec brio le congrès de Asie 2017 à Livingstone. Il était vraiment très fier de nous accueillir en Zambie, au pied des chutes Victoria. Et voilà, on a de très bons souvenirs de lui et on pense toujours à lui, même 3 ans après. Et voilà, et Cherin aussi restera toujours dans nos cœurs. Et donc, merci à eux deux pour tous les efforts qu'ils ont accordés à Aziz. Et Merci Leïla, et on se rappelle toujours de Cherin Reda au Maroc. Elle est venue au moins une dizaine de fois et elle donnait des conférences en langue arabe, en dialecte égyptien. Et c'était très beau de l'entendre avec ce dialecte des feuilletons que nous avons, auquel on s'est habitué, et en même temps elle arrive à faire passer des messages formidables. On garde en mémoire aussi James Chipeta. Voilà. Alors maintenant, nous allons donner la parole à nos illustres hôtes. Et d'abord, un grand merci à notre maître, monsieur le professeur Sidi Mohamed Adnaoui, président de l'Université Mahdis des sciences de la santé, qui nous a accueillis à bras ouverts dans ce congrès. Il nous a offert ce centre Mohamed VI des sciences de conférences. Monsieur le professeur Adnaoui est professeur de médecine interne. Il était le doyen de la faculté de médecine de Casablanca, de Rabat, oui, pardon. Il nous a invités plusieurs reprises pour des thèses, très impliqué aussi dans les déficits militaires en tant que le président de la Société marocaine de médecine interne. Et moi-même, j'ai eu l'honneur d'être invité parmi ses collègues et élèves pour parler des déficits militaires. Monsieur le professeur Adnaoui, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers amis, après ces quelques minutes très émouvantes, c'est quelque chose de très beau. Je vois un petit peu la reconnaissance des maîtres et des personnes pionnières donc, qui ont fait et qui peut-être ont fait tout pour éclore et faire naître cette société. Donc aujourd'hui, vous êtes au niveau de l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. Vous dire deux petits mots, comme l'a dit mon collègue tout à l'heure. Je suis interniste de formation et donc je me suis beaucoup intéressé avec Madame Himich il y a quelques années quand l'infection à VIH était une maladie émergente
et quand les déficits immunitaires, évidemment, secondaires étaient représentés par l'infection à VIH-Sida. Et c'était vraiment la grande bataille. Mais comme disait toujours Sibou Sfiha, il y avait le primitif, mais il y avait aussi voilà. Et donc, grosse bataille, l'occasion pour moi de saluer tous les immunologistes ici présents, hein, qu'ils soient africains, qu'ils soient marocains, qu'ils soient venus de tous bords, hein, chiliens et tout, pour vous dire un petit peu du pas qui a été fait, en tout cas au Maroc, je peux le constater moi-même. Il y a un grand pas qui a été fait en avant dans ce sens, au moment que pour nous, en tout cas les internistes qui sont dans la salle, j'en vois deux ou trois, avoir les immunoglobulines intraveineuses, c'était une gageure pour, il fallait mettre la croix et la bannière pour le faire. Donc je crois que votre société a beaucoup fait et donc avance. On est bien fait aujourd'hui que retrouver aussi bien l'élite africaine en matière d'immunologie, en matière de déficit immunitaire primitif. Et donc je salue vraiment Sibou Sfiha, toute son équipe et entre Madame la Présidente pour avoir donc choisi le Maroc pour organiser cette conférence, avoir choisi évidemment l'Université Mohamed VI. Vous savez, aujourd'hui au Maroc, le système de santé et le système universitaire, il est partagé en trois parties. Le système public, le système privé et le système tertiaire. Le système tertiaire, nous sommes dedans, nous sommes des universités à but non lucratif et donc d'utilité publique, donc qui évidemment militent, appartiennent à l'État d'abord, militent pour les programmes de l'État et essaient un petit peu, à travers des fondations, d'aller vers l'avant et développer davantage donc aussi bien la formation hospitalière que la formation universitaire, ce qui est le cas ici, évidemment au niveau de la fondation Cheikh Khalifa et de l'université Mohamed VI des sciences de la santé. Donc les déficits immunitaires tels qu'ils sont présentés aujourd'hui, probablement j'ai vu plusieurs congrès, j'ai jamais vu un congrès s'organiser et commencer le mercredi pour se terminer le samedi. Vraiment, vous allez avoir beaucoup de courage pendant ces 3 jours, mais je crois que ça mérite de le faire. J'ai vu un petit peu les panels, j'ai vu un petit peu les ateliers qui ont commencé. Je suis allé jeter un coup d'œil, voir un petit peu dans la salle un peu les ateliers. Je crois que c'est des éléments qui garantissent un petit peu le succès de ce congrès, pour lequel évidemment je ne peux que souhaiter de très bonnes choses. Je ne voudrais pas terminer sans saluer des vétérans qui sont venus dans cette université, dont mon ami le professeur Benchkron. Aujourd'hui, nous avons une trentaine de directeurs de spécialité de mon âge, j'ai 70 ans, de l'âge de mon ami le professeur Benchkron, qui sont venus là et qui travaillent 24 sur 24 au niveau du même site, pour les étudiants, pour les internes, pour les résidents, pour les médecins en formation. D'ailleurs, cette année, nous avons entamé la formation gratuite pour les médecins en forme de spécialité. Et ça, je le disais à Monsieur le Président de la SMSM, que je salue aussi, parce que je suis aussi un enfant de la SMSM, pour y avoir travaillé pendant plus de 10 ans. Je crois que maintenant, en tout cas pour le Maroc, on avance à coup sûr. Il y a 15 jours, j'étais dans un congrès similaire à Rabat sur équité, genre et souveraineté sanitaire en Afrique. Je crois qu'il est important aujourd'hui de parler davantage de souveraineté sanitaire et à travers évidemment tous les produits de santé, produits sanguins labiles, immunoglobulines et tout ça. On en a besoin encore, on en a parlé tout à l'heure, j'ai entendu la réponse d'un des conférenciers tout à l'heure sur la disponibilité des laboratoires. Mais il faut que l'Afrique émerge. Je crois que l'Afrique a toutes les potentialités pour le faire et je crois qu'à travers votre congrès, qu'on peut que s'en féliciter. En tout cas, merci d'avoir fait confiance, de nous avoir honorés en organisant votre congrès ici. C'est un plaisir pour nous, mais on est là pour écouter un petit peu les recommandations dont on tiendra compte un petit peu par rapport aux décideurs en santé publique. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le professeur Adnaoui, ces mots, ces éclaircissements. Aussi, Monsieur Adnaoui a travaillé toute cette semaine avec son équipe pour préparer, pour me faciliter la montée et la descente sans passer par les escaliers. Je vous demande de vous le saluer, s'il vous plaît. Notre maître, Sidi Mohamed, Sidi Saïd Benchkron, savait
quand le malade souffre, il n'hésite pas et il ne recule contre rien. C'est comme ça qu'est née notre première allogreffe de moelle au Maroc. Sidi Saïd, la Kalkalima. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues, je suis très honoré de me faire inviter dans cette séance, mais je voudrais vous faire quelques petites remarques en disant que les déficits immunitaires font partie de l'immunohématologie. Donc, c'est à l'époque où M. Bousfer est venu me voir en hématologie, on ne connaissait pas les déficits immunitaires. Je l'ai connu qu'en cours, mais on n'en a jamais fait de diagnostic. Ce n'était pas connu au Maroc. Quand il est venu me dire qu'il faisait la pédiatrie, les maladies infectieuses, quand il est venu me dire qu'il voulait s'engager dans les déficits immunitaires, je me suis dit, celui-là, il est tombé sur la tête. C'est quelque chose de peu connu. On connaissait M. Griselli, c'était un peu connu, mais tous les malades qui avaient des déficits immunitaires mouraient à l'âge de 1 ou 2 ans d'infection parce qu'il n'y avait pas la greffe, il n'y avait pas les immunoglobulines. Mais qu'est-ce qu'il veut faire, celui-là? Il était dans un service de maladies infectieuses, il veut faire C'est vraiment extraordinaire. Bon, je l'ai quand même encouragé à aller dans ce sens. Ça n'existait pas au Maroc. Et c'est comme cela qu'il a créé petit à petit et qu'il a grossi, il a amené des gens, qu'il a intéressés, etc. Et nous, en tant qu'hématologistes, il nous poussait à faire la greffe. Et nous, ça faisait 20 ans qu'on est, depuis 90, avec si qu'on essaie de mettre en place la greffe de moelle, avec tous les ingrédients, c'était pas très facile de mettre en place aussi bien parce que c'est une technique multidisciplinaire. Il fallait des pédiatres, il fallait des biologistes, il fallait des transfuseurs, il fallait de la radiothérapie, il fallait de la réanimation, il fallait des médicaments. Donc c'est multidisciplinaire. Nous avons quand même pu faire dans les situations que nous avons pu faire la première allogreffe dans un déficit immunitaire en 2010. Une autre, mais l'autre était déjà infectée. Ça n'a pas réussi, mais le premier a réussi. Nous avons fait appel à nos amis tunisiens aussi, à notre ami parisien Nizar. Et ça s'est bien passé. Il doit avoir là maintenant 15 ans, je pense. Il a l'âge de 13 ans. 13 ans. 13 ans. Donc, je suis admiratif devant Oustad Bousfera, que je considère comme un militant et un batailleur et un fonceur. Il fonce aussi bien dans la médecine puisqu'il a pu développer cette discipline à Khatam et dans tout le Maroc en faisant des enseignements aussi bien pour les pédiatres que pour les autres. Il est grand ami avec M. Griselli. Et il est militant aussi pour la langue arabe. Là aussi, je suis admiratif. Il a même créé une revue en arabe. Voilà. Et les conférences sont en arabe. Je ne domine pas bien l'arabe, mais je le félicite pour ce militantisme. Et je suis vraiment admiratif. C'est une idole pour moi. Et c'est un grand monsieur qui a combattu et qui continue. Il ne s'arrête pas. Je voudrais dire aussi, parce que la greffe de moelle maintenant est un petit peu faite un petit peu partout. À l'hôpital d'enfants de Rabat, ils ont déjà greffé des déficits immunitaires. À l'hôpital 20 août, ils en ont fait une cinquantaine, chez l'adulte et chez l'enfant. À l'hôpital Cheikh Zayed, 17 à peu près, mais c'est surtout l'adulte. Et également à l'université l'hôpital Cheikh Khalifa, où on a fait à peu près 11 ou 12. 5, dont 5 chez l'enfant. Il y a même un déficit, le premier également, qui a été fait ici à l'hôpital Cheikh Khalifa. Dans ces locaux, c'était un déficit immunitaire. Et ceci, je me rappelle d'une phrase que nous disait notre président de l'association Agir, association de soutien au malade du sang, qui sauve
un être humain ou un enfant, c'est comme s'il avait sauvé toute la terre. Et c'est la raison pour laquelle je suis admiratif à Sibou Sfaha, à toute l'équipe qui participe à sauver ces enfants. Parce que sans cela, ils mourraient. Et là, actuellement, je pense qu'il voulait même créer un service de déficit immunitaire, il voulait même faire de la greffe de moelle. Tu lui dis, laisse-la pour les hématologistes. Par ailleurs, il s'intéresse aussi au social, puisqu'il a créé l'association Hajar, parce que comme vous le savez, les immunoglobulines sont très coûteuses et cette association permet de prendre en charge aussi bien ces immunoglobulines que les frais de la greffe de moelle. Donc je le remercie et je remercie toutes les personnes de loin qui participent de loin ou de près à sauver ces enfants. Merci Sibou Sfaha pour tous ces efforts. Merci, professeur Saïd Benchkouron. Une grande référence d'hématologie, bien sûr, vous le savez, et d'oncologie pédiatrique. Je crois qu'au Maroc, on a cette tradition que la pédiatrie en hémato-oncologie est traitée par des hématos qui sont devenus des pédiatres, que ce soit dans des enfants, et puis nous avons des pédiatres qui soignent des enfants atteints d'hémato-oncologie. Donc, c'est des équipes multidisciplinaires maintenant qui se développent au Maroc. Je voudrais aussi rendre hommage au docteur professeur maintenant, Ibtihal Ben Hussein, qui a eu une formation en Arabie Saoudite et qui, sous l'encadrement de notre maître, professeur Benchkouron, elle a pu, avec le reste de l'équipe, être un élément essentiel dans la première greffe de moelle. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de donner la parole à Madame Martine Perjean, je voudrais vous lire un petit texte de M. Griselli, professeur Griselli, qui s'excuse parce qu'il a un petit souci de santé, d'accord? Mes pensées sont pour lui, pour un prompt rétablissement d'échappée. Alors, il s'adresse à nous tous, hein. Il m'a demandé de vous dire que mes salutations et mon estime pour toutes les équipes qui, dans le domaine des déficits immunitaires, savent allier des qualités cliniques, le souci de comprendre par la recherche pour mieux soulager, voire même parfois de guérir les maladies génétiques du système immunitaire et surtout d'accompagner les patients et leurs familles durement touchés par la maladie chronique, souvent source de souffrance. Je vous adresse mes affectueuses pensées. Claude Griselli. La parole est à notre grande amie Martine Perjean, qui travaille depuis plusieurs années à défendre, avec des réalisations, pas que de la parole, à défendre la cause de ces patients qui n'étaient pas très connus. Ces malades-là venaient après les maladies pathologiques, les maladies neurologiques, et maintenant, s'ils gardent une place de plusieurs personnes, dont Madame Martine Perjean, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher Aziz. Cher Leïla, messieurs les présidents, c'est un honneur et c'est également un grand plaisir, un immense plaisir que d'être ici au Maroc 15 ans après, puisque nous sommes ensemble depuis le début. Et vraiment se retrouver ici, c'est un très très grand plaisir. Il y a des grands messieurs et j'aimerais rappeler que Claude Griselli a aussi été le précurseur en greffant pour la première fois Sonia, qui était atteinte d'un SCID et j'ai eu le privilège de l'interviewer. Elle avait 2 enfants, tout allait très bien et c'était quand même un premier grand exploit pour les déficits immunitaires primitifs. Je représente donc notre association Hippopie et j'ai des collègues dans les tribunes là-bas. Nous représentons donc la communauté des patients dans le monde. Nous avons comme mission d'aider l'accès au diagnostic et aux médicaments, au traitement et au suivi parce que grâce à Dieu, sans doute, et surtout à la science, les patients grandissent et les patients vieillissent.
Donc maintenant, nous avons des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des jeunes parents, des gens vieillissants et des gens très âgés. Donc c'est parfait, nous avons toute la gamme, le titre est très bien choisi, Leïla. J'ai personnellement et depuis toujours une très grande foi dans l'Afrique. Je pense que ce continent, c'est l'avenir du monde. Et je crois que vraiment, il faut se remuer. Et là, parlant de se remuer, je voudrais rendre un immense hommage au professeur Bousfiha, que je surnomme en privé seulement, mais comme on est en privé ici, le père des DIP en Afrique. Je pense vraiment qu'on peut dire ça, parce que sans lui, ouais, vraiment. Alors, Hippopie, je vous ai donné notre mission, c'est l'accès aux traitements, aux médicaments. Et pour cela, nous avons des associations nationales qui sont nos membres. Nous souhaitons avoir une association nationale par pays, parce que c'est comme ça qu'on fait entendre la voix des patients. On ne souhaite pas avoir des multiples petites associations par hôpital ou par pathologie, parce que si on dilue la voix des maladies rares, alors on n'est pas entendu, et il faut être entendu par les ministres de la Santé, par les régulateurs, par la pharmacie aussi, hein, par l'industrie pharmaceutique, pour qu'ils s'intéressent à nous et qu'ils avancent dans le sens de permettre l'accès au diagnostic et au traitement. Donc ça, c'est tout à fait essentiel, c'est le plaidoyer. Et donc, nous avons actuellement 70 pays représentés au monde. Nous en avons moins en Afrique. Mais aujourd'hui, en même temps que ce congrès, nous avons un congrès de patients avec des délégués de patients. Nous avons une très belle délégation marocaine grâce à Hajar, donc qui est notre association membre au Maroc. Mais nous avons également une association membre donc en Afrique du Sud, au Sénégal, en Tunisie, en Égypte. Algérie. L'Algérie, ça vient, ça y est, nous avons notre premier patient qui vient et l'association est quasiment prête, mais également en Ouganda, au Kenya, et donc nous espérons encore croître. Alors certains peut-être parmi vous se disent, mais à quoi ça peut servir une association de patients? Eh bien, une association de patients, elle ne peut pas grand-chose toute seule, comme les médecins ne peuvent pas grand-chose tout seuls. Il faut unir nos forces et en faisant entendre notre voix tous ensemble, comme vous l'avez fait très bien au Maroc quand il y a eu la pénurie d'immunoglobuline, là, qui a duré quand même quelques temps, où des parents sont montés au créneau avec le soutien des médecins, alors on arrive à des résultats. Et c'est comme ça, et c'est pour cela qu'il faut que l'on unisse nos forces. Donc vraiment, je voudrais saluer, puisque ça fait à peu près 15 ans que je vis au Maroc, les progrès immenses réalisés au Maroc. Franchement, depuis ce début, c'est formidable, que ce soit du côté du laboratoire ou que ce soit du côté du traitement avec l'accès aux immunoglobulines et aussi les greffes, puisque vous avez même réussi une première greffe haplo-identique, ce que je salue, c'est particulièrement difficile et technique. Donc bravo pour ça. Et je pense qu'il y a encore un tout petit, et pardon monsieur l'hématologue, mais un tout petit effort à faire pour faire des greffes de point de vue immunologique, et donc avoir une unité de greffe pour les DIP. Et ça, on l'appelle de nos voeux depuis longtemps, et je suis sûre que ça va arriver un de ces jours au Maroc. Et puis, je voudrais partager avec vous un rêve. C'est le rêve que nous avons tous avec mes collègues à Hippopie, c'est que sur 54 pays en Afrique, nous avons actuellement 8 adhérents. Donc, il faut absolument, et je fais un appel aux personnes ici qui sont issues de pays autres que ceux que j'ai mentionnés, essayer de trouver des responsables de patients. Il y en a dans tous les pays, tous les pays. Nous avons une association, j'ai oublié de mentionner une association au Soudan, nous en avons une. Donc même dans des pays qui sont en difficulté à la fois économique et politique, nous avons une association. Alors ça doit être possible dans beaucoup de pays. Donc j'aimerais que vous partagiez mon rêve et que la prochaine fois qu'on se voit, eh bien, nous puissions être encore plus nombreux. Mais là aujourd'hui, nous avons déjà une très très belle délégation et j'en suis très fière. Merci de cette invitation. Merci Martine Bergeon, merci à Hippopie de son soutien, de son accompagnement pour l'association Hajar et pour tout ce qu'elle fait. Alors, nous avons 29-30 pays africains qui participent. Bon, je citerai rapidement les visages que je connais, donc Maroc, Tunisie, Algérie, Libye, Égypte. Ensuite, il y a Mauritanie, Mali, Niger, Soudan, Kenya, puis Bénin, Mali, Burundi Rahma, tu es là, hein? Oui, Burundi, nos représentants. Alors, il faut rapidement faire une association. Alors, il y a un appel pour vous, Burundi. Bien sûr, l'Afrique du Sud,
le Gabon, la Libye, le Gabon, la Guinée. Amadou Tiernowan, tu es là? Amadou Tiernowan? Il est là, il est là. Donc la Guinée, donc vous voyez beaucoup de pays africains. Hein? Namibie, oui, Namibie. Puis nous avons oui, la Côte d'Ivoire. Oh là là, Liliane. Alors Liliane, bon, j'espère qu'ils vont prendre la présidence, hein, parce que là, on les attend depuis longtemps. Mais mettez-vous d'accord, et on va faire les élections. Très bien. Merci à tout le monde et je donne la parole à Madame le docteur Alejandra King, médecin qui s'occupe des cimetières au Chili, c'est ça? Oui. Vous avez la parole et nous avons la chance qu'elle comprend le français, qu'elle peut parler français. Oui, je peux parler en français. Et je suis très honorée, je suis en représentation du LACID. La seule chose qui nous sépare, c'est le L. Alors, et pour moi, c'est la première fois ici en Afrique, ici au Maroc. Et je suis très impressionnée que vous faites un congrès en votre langue. Parce que nous, en Latine-Afrique, on parle l'espagnol, le portugais et on fait tout en anglais. Et je crois que nous sommes deux continents qui ont des similitudes, des différences, mais on pourrait commencer à travailler un peu plus ensemble parce qu'il y a des choses qu'on peut vous aider et des choses que vous pouvez nous aider aussi. Vous êtes plus grands que nous sommes. La quantité de pays ici, c'est impressionnant. Nous ne sommes pas si nombreux, mais je crois qu'on pourrait faire un beau travail, les deux associations, les deux de Latine-Amérique et l'Afrique. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Merci. Il faut dire que la France et les Français nous ont... Oui, oui, bien sûr. Je voudrais faire uniquement une petite remarque. Non, mais vous avez... à propos de ce que... L'intervention, madame. C'est que je voudrais féliciter l'Université Mohamed VI, et en l'occurrence le président, d'avoir mis en place une formation en anglais. Et nous avons la deuxième promotion où ils font tout en anglais. Ah. Donc il y aura une formation en anglais. Je crois que c'est bien de faire un congrès en votre langue. Nationale, oui. C'est bien. Oui, je sais, c'est l'arabe. Je ne comprends rien de l'arabe. C'est pour moi, c'est du chinois. Mais, oui. mais le français, je crois que c'est votre langue aussi. Oui, deuxième. Et je crois que c'est bien Troisième. de faire. Merci. Merci, Alejandro. En tout cas, nous attendons avec notre maître, monsieur le professeur Adnaoui, une filière de médecine en langue nationale, en langue arabe. J'espère que ça va être bientôt possible. On n'apprend pas mieux qu'avec sa langue. L'anglais, c'est une langue de recherche. Le français, c'est grâce à nos amis, nos professeurs, nos maîtres en France. On a appris un peu dans les années 30, 40, 50, 60. Mais depuis 1979, je suis rentré à la faculté de médecine, il n'y avait que des professeurs marocains. Et donc, les années 80, 90, 2000, 2010, 2020, ça fait 40 ans que nous étions capables d'enseigner en notre langue arabe et aussi notre langue amazigh. Mes chers amis, on a voulu inviter tous les spécialistes parce que les déficits militaires, c'est les internistes, les pneumos, les gastro, les pédiatres, c'est les hématos, les biologistes, tout le monde, les microbiologistes, je salue Sad Zarwali, et les microbiologistes, les immunologistes, biologistes, c'est plein de spécialistes. Et c'est pour ça qu'on a choisi une seule personne pour les représenter, notre ami, le président de la Société marocaine de sciences médicales, Dr Moulay Saïd Afif. Tu as la parole. Oui, mais... شكرا دول سبيسيفي وي ما كملناش قرايتنا هنا عند الدراري الصغار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا جد سعيد بتواجدي في هذا الحقاش نعتبره حفل إفريقي. Et je vais parler en français comme ça va pas pour les Africains. Mais c'est vrai que nous, notre constitution, nous avons deux langues, la langue arabe et la langue amazigh. On n'a pas ni le français ni l'anglais. Donc, et c'est pour cela que maintenant, que ce soit au niveau du Parlement et tout ça, c'est avec la langue amazigh. Et à partir de l'année prochaine, on fêtera le jour de l'an amazigh, qui se situe en janvier. Donc, ça, c'est juste pour dire voilà où on est, parce qu'on est fiers de notre civilisation arabe et berbère. Donc, on est fiers de notre civilisation et on est fiers d'appartenir à l'Afrique. Et ça, nous avons aussi la chance, notre pays a la chance d'avoir un roi visionnaire. Nous avons la stabilité, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan politique. C'est le garant. Et notre roi, dès qu'il a accédé au trône, a eu cette vision africaine, cette vision de développement sud-sud. Et c'est pour cela que nous concentrons notre énergie en tant que Marocains vers nos amis africains, puisque nous avons la première richesse, c'est la richesse des ressources humaines. Nous sommes un peuple en tant qu'Africains jeunes par rapport aux autres pays européens. D'ailleurs, ils ont besoin de nous pour leur fournir, et même les médecins, malheureusement. On a 600 à 700 médecins qui quittent le Maroc tous les ans pour aller travailler en France. Et donc, on fait tout. Là, notre souverain, que Dieu l'assiste, on a travaillé pendant la période du Covid. On n'est pas resté les bras croisés, puisqu'on a fait une refonte de notre système de santé. C'est la loi 622 qui a 4 piliers. Le premier pilier, c'est les ressources humaines. Il va bientôt y avoir une haute autorité de la santé pour avoir une politique de la santé à l'échelle à moyen et à long terme qui est au-dessus des partis politiques et au-dessus de tout parti partisan. Et nous avons aussi, il y aura la création de l'agence du médicament. Pourquoi? Parce que on veut faciliter, nous avons une autonomie en matière de médicaments qui est de 65% et on aspire à aller 80% et on n'a pas eu les problèmes de pénurie que vous avez eu au niveau de l'Europe et en France, par exemple, le paracétamol, nous, on n'a pas de problème. Maintenant, le président Macron disait qu'ils vont commencer à produire plus de paracétamol. Nous, on l'a et on n'a pas de problème. Donc, voilà, nous allons, ça va être bientôt inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le premier laboratoire africain à Ben Slimane pour les vaccins et pour aussi tout ce qui est dérivé et tout ce qui est immunoglobulines et tout ça. Donc, ça va être fabriqué pour avoir une autonomie pour nous en tant que Maroc et puis pour aider nos amis africains parce qu'on estime qu'on est un seul peuple. Nous avons aussi, il va y avoir la création de l'agence du sang pour une meilleure gouvernance du sang et de ses dérivés. Et nous avons aussi un rêve qui était un rêve pour tout Marocain, qui a pu être concrétisé grâce à Sa Majesté, c'est l'assurance maladie universelle. Et je réponds à ma collègue qui est juste à côté, Madame Perjean, pour lui dire que nous, on était là, on est arrivé à 90% des Marocains qui ont une couverture sociale. Donc, il n'y aura pas de problème. Et puis, pour dire, grâce à ces Bousfiha que je salue son dynamisme et sa ténacité, il y a un service de déficit immunitaire à l'hôpital d'enfants qui vient d'être inauguré il y a quelques mois. Et donc là, c'est
c'est une première d'avoir et un service d'infectiologie où il est le chef de service et aussi un service spécifique parce que c'est des spécificités de patients qui ont des déficits immunitaires. Donc, ça, et puis, mon cher ami, le président de l'université, Mohamed VI, a parlé de 3 types, c'est-à-dire universitaires. Nous, depuis l'avènement de la Covid, nous estimons que nous sommes un seul secteur. Il n'y a plus, puisque nous avons fait face tous là où il y a de la place. On n'a pas vu au Maroc des gens se faire soigner dans la rue ou avec des bonbonnes d'oxygène. Nous, il n'y a pas eu ça. Et 90% des patients ont été soignés gratuitement. Et nous avons eu aussi le vaccin parmi les premiers pays. Et le vaccin, grâce là aussi à Sa Majesté, gratuitement. Et c'est le premier qui s'est fait vacciner. Donc, nous sommes un pays de défis. Nous l'avons montré dans tous les domaines. Le dernier, c'était la Coupe du Monde, puisqu'on est arrivé 4e. Et donc, on dit qu'on est là et on demande à être respecté, pas en tant que Marocain, mais en tant qu'Africain. C'est-à-dire que nous avons eu notre indépendance et il faut que les pays européens et les autres pays discutent avec nous d'égal à égal parce que nous sommes là et on est là. Et l'Afrique, c'est comme vous l'avez dit, c'est le berceau et c'est l'avenir du monde. Et merci beaucoup. Shukran, Moulay Saïd Afif. Je voudrais rendre hommage à Moulay Hicham Afif, notre directeur de CHU, qui, avec M. Salmi, ont donné un étage à l'hôpital d'enfants pour ces malades, pour des déficits immunitaires. C'est des malades qui devraient être isolés de tous les autres malades. Et donc, on a... Merci. Donc, vous étiez en train de le dire. Et Dieu sait combien Hippopi nous a soutenus avec des lettres, des correspondances. Et alhamdoulilah, maintenant, il y a une unité avec des hein? Oui, avec le service dans lequel je travaille. Bon, je voudrais seulement rendre hommage à tous les présidents de ASID et je commence par notre grand ami Sidi Mohamed Bjawi qui va nous rejoindre, qui va venir, n'est-ce pas, Mounia? Imen, il sera là. Madame Boukari d'Algérie, Monsieur Tanda Khantiaï du Sénégal, ici présent. Monica Esser, qui était présidente, bien sûr, Jim Chepita, notre défunt ami. Et quels sont les autres pays? Bon. Hein? Oui, Soudan, Nahla Erwa, présidente, past présidente. Voilà, Monsieur Ahamada des îles Comores me donne le chiffre. Nous sommes à 45 communications orales. Donc, c'est des jeunes qui se sont intéressés au sujet et qui viennent présenter, défendre leurs idées, leurs malades, ce qu'ils ont travaillé. 45 communications orales, c'est très, très important. Et 73 posters. Donc, vous... 60 139. Ah, on a reçu 139 résumés. Donc, on a fait communication orale et posters. Bien. Alors, je crois que nous sommes à la fin. Je voudrais rendre hommage à une tranche de la santé, enfin un groupe des professionnels de la santé. Sans eux, les soins et le savoir n'arrivera pas aux enfants. Ce sont les infirmiers. Je vous prie de saluer le corps infirmier fortement, les infirmiers du Maroc, les infirmiers du service qui partent à la formation des autres services et nous sommes très très heureux, mais aussi à la Fédération internationale des infirmières des déficits immunitaires, INGID, que je salue fortement et je crois qu'il y a un petit souci de transport. Un dernier message avant de voir le folklore marocain. Oui, non, je voulais dire que je suis impressionnée de votre fierté, de votre langue, de votre culture, de votre pays. Et c'est pas comme ça réellement là-bas, d'où je viens. Alors, On a toujours été comme ça.
nous avons toujours notre fierté. Voilà, c'est génétique, c'est dans nos gènes. Oui, c'est dans les gènes de Homo sapiens et certainement, vous aussi, vous êtes des Homo sapiens, vous allez faire et faire beaucoup. Nous connaissons ce formidable long pays, très 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 long, qui est dans les montagnes et qui a levé plusieurs défis. Je les salue et bravo. Leïla, tu voulais... Donc, non, merci. Oui, non, excusez-moi, je voulais dire tout à l'heure une chose. Donc, il y a une guide, il y a, je voulais vous dire une chose très importante, elle m'a échappé, donc avec l'âge, hein? Hajar? Non, 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 non. Bon, donc vous allez avoir au folklore marocain et je salue Dr Abdilah Al-Zraqi qui nous a préparé ce tableau très très beau. Enjoy et Dr Al-Zraq, vous avez la main et ton équipe, enfin tes invités. Merci. الله يرضي